Pour moi, une des choses les plus frustrantes dans la dernière saison, c'est Rogue. C'est qui ce type? Que représente-t-il vraiment pour le Docteur? Quelle est son histoire? J'avais vraiment un sentiment de trop peu face à ce personnage et face à cette histoire. J'ai donc été forcément ravie de l'annonce d'une novélisation de l'épisode, écrite par Kate Herron et Brian Redman, qui ne sont nul autre que les scénaristes de l'épisode. Elles adorent bosser ensemble, faire des projets super différents. D'ailleurs, leur prochain, c'est le scénario du film Les Sims, mais j'avoue que c'était quand même surprenant de les voir sortir si vite une novélisation à leur épisode. Est-ce qu'elles avaient envie de s'atteler à un nouveau format, ou est-ce que c'est juste parce qu'il y avait plein de choses qu'elles voulaient inclure dans l'épisode et qu'elles n'ont pas pu mettre, parce que forcément, un épisode c'est court? C'est fort probable. Mais c'est une novélisation qui est vachement intéressante, parce qu'elle est pleine de détails additionnels, donc je vais vous en parler un petit peu plus. Dès le premier chapitre, on situe... Ça s'appelle Rogue. Et ce premier chapitre est vraiment surprenant parce qu'il fait 21 pages, ce qui en fait le chapitre le plus long du livre, parce que ce sont des chapitres très courts, et c'est surtout une histoire complètement inédite. En fait, c'est une aventure de Rogue en tant que chasseur de primes. Il s'introduit dans une usine de la marque de soda Gargoyle, capture sa cible, mais celle-ci est dérobée par une autre chasseuse de primes, une femme lézard. Rogue arrive à se réemparer de sa cible et décide de sauter avec d'un immeuble en espérant être secouru par Hart. Et c'est qui Hart? Eh bien c'est le gros ajout de cette novélisation. Hart, c'est le petit ami et compagnon de voyage de Rogue, dont on entend parler de l'épisode lorsque Rogue est dans le TARDIS et confie au docteur qu'il a perdu quelqu'un. Donc l'aventure qu'on voit dans l'usine de Gargoyle, eh ben ça se passe plusieurs années avant l'épisode. Donc on découvre Rogue au sommet de son art avant tous les chamboulements qui ont dévasté son monde. On apprend qu'il est fort en baston et surtout qu'il adore les plans absolument tarabiscotés à partir du moment où il est persuadé que Hart viendra toujours le sauver. Ce qui veut dire qu'il prend les décisions les plus téméraires qu'il soit, absolument sûr d'être toujours secouru. Ce qui agace passablement Hart, qui n'a pas forcément envie que son petit ami soit tout le temps en train de risquer sa vie. On apprend aussi que Rogue méprise les riches qui sont là en train de vivre dans le luxe alors que tout le monde est en train de crever la gueule ouverte dehors. Et surtout, on découvre que Hart, c'était sa joie de vivre. Hart cuisinait, chantait, buvait des litres et des litres de Gargoyle et jouait avec Rogue à Donjons et Dragons. C'est d'ailleurs lui qui a trouvé le surnom Rogue, qui est le nom de la classe des voleurs dans Donjons et Dragons. Et Hart, ça vient de Artificer, donc les artificiers, qui est aussi une classe dans Donjons et Dragons. Au départ, ils ont juste commencé à se surnommer comme ça parce que c'était leur classe dans le jeu, et puis finalement, c'est resté. Et donc en dehors de Hart, absolument personne n'appelle Rogue Rogue, sauf le docteur. Et d'ailleurs, Rogue se demande pourquoi il a donné ce nom au docteur, c'est celui qui lui semblait le plus opportun au moment de se présenter. Ah, et on a aussi un détail supplémentaire par rapport au docteur. Pourquoi est-ce que le docteur connaît si bien Donjons et Dragons? Eh bien c'est tout simplement parce qu'il a fait des parties avec le Paternoster Gang. Évidemment, quoi d'autre? Et depuis que Rogue a perdu Hart, il a l'impression d'avoir franchi l'essentiel de sa vie, et d'être juste en train de vivre un long épilogue. Alors si on sait tous ces petits détails, c'est parce qu'il y a une particularité dans cette nouvelle, ce qui explique le fait que ce soit des chapitres très courts, c'est que chaque chapitre, c'est un nouveau point de vue. Ce qui veut donc dire que la plupart des chapitres sont soit du point de vue de Rogue, soit du point de vue du docteur, mais on a aussi celui de Ruby, celui de la duchesse, même celui de la gouvernante. Et donc c'est intéressant parce qu'on s'arrête vraiment sur la psychologie de chaque personnage, chacun a son temps, ses petites réflexions, et ça donne véritablement de la profondeur à ces personnages que je trouvais un peu survolés dans l'épisode. Après la scène du balcon, où le docteur et Rogue se sont rencontrés, on se retrouve avec une scène qui est absente de l'épisode, et que je trouve assez essentielle pour comprendre le lien qui va unir le docteur et Rogue au fil de cette aventure. Si vous vous souvenez, dans ma critique, je disais que c'était un peu trop rapide ce moment où ils se retrouvaient dans le jardin, et que j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. J'ai vraiment l'impression que c'est cette scène, donc je ne sais pas si c'est une scène qui a été coupée dans l'épisode ou non, mais ça me semble probable. Donc cette scène, c'est le docteur et Rogue qui vont boire un verre. Cette scène, on la découvre du point de vue de Rogue, qui voit son ex-mort se matérialiser pendant qu'il discute avec le docteur. Alors c'est un peu bizarre, mais ça va arriver plusieurs fois dans le bouquin. En fait, c'est Hart qui dit à Rogue de se remettre à flirter, comme il le faisait si bien avant, et de s'ouvrir au docteur parce qu'il en a besoin à force de vivre tout seul. Forcément, à côté, il y a le docteur qui se demande ce qu'est en train de faire Rogue, fixé dans le vide. Mais donc, ça apporte vraiment cette profondeur du deuil qui bouffe Rogue, et ça va durer pendant toute la novélisation. Et c'est quelque chose qu'on voit dans l'épisode, c'est évoqué, même si brièvement. Mais donc là, on se rend vraiment compte à quel point cette perte l'a impacté, et en a fait une larve, littéralement. Bon, après ça, Rogue, qui commence à être plutôt attiré par le docteur, commence à avoir des doutes à son sujet et à se demander si ce n'est pas le Chulder, et ce à cause d'une boulette du docteur. En gros, celui-ci se demande si dans sa boisson il n'y aurait pas du kiwi, avant de se rappeler que le kiwi ne sera pas introduit au Royaume-Uni avant une centaine d'années. Donc tout de suite, Rogue arrête le flirt,
et est persuadé que le docteur est sa cible. Et après, on va reprendre un petit peu le cours des événements tels que vus dans l'épisode. Après la capture, donc Rogue emmène le docteur sur son vaisseau, qui s'appelle le Yossarian, et il le menace avec son blaster, qu'il appelle également un disséminateur. Ce disséminateur, il l'a construit lui-même, d'où le look un petit peu steampunk, mais Rogue, à la base, c'est pas du tout un bricolo. C'est Hart, en fait, qui fait du bricolage, et qui a par exemple construit le Yossarian, ce qui explique pourquoi le vaisseau semble un petit peu de bric et de broc. La scène du vaisseau est très semblable, il y a juste un petit détail qui change, c'est qu'à la fin, quand on voit tous les visages du docteur qui lui tournent autour, eh bien on a Rogue qui fait « Waouh ». Sauf que dans la novélisation, il ne dit pas du tout « waouh », mais il dit « vous êtes magnifique ». Ça, pour le coup, ça m'a gêné. Ça faisait partie des choses que j'espérais un peu plus expliquer dans la novélisation. Et finalement, c'est pire. Parce que je trouvais déjà que ça n'avait pas beaucoup de sens que Rogue détermine que le docteur n'était pas un Cholder uniquement parce qu'il a plusieurs visages. Alors que le propre des Cholder, c'est que ce sont des métamorphes. Mais là, en plus d'avoir ce côté pas logique, on nous rajoute le fait que le docteur est magnifique. Qu'est-ce que ça vient faire là? Rogue est censé être un professionnel. On a vu dans le premier chapitre qu'il faisait bien son travail, même si parfois il en fait un peu trop, il remplit ses contrats. Pourquoi interrompre ce contrat? Pourquoi être persuadé que le docteur n'est pas le Cholder uniquement parce qu'il a ces visages-là? Eh bien, parce que le docteur est magnifique. Voilà. Donc s'il est magnifique, apparemment il ne peut pas être un Cholder, je ne sais pas. Bon bref, ça c'est nul, mais juste après on a une scène supplémentaire qui se passe également à bord du Yossarian, mais plusieurs années auparavant, avec Rogue et Hart qui sont en train de partager un repas romantique. Alors romantique vite fait parce qu'il y a leur cible qu'ils ont capturée dans le premier chapitre qui est quelque part dans le fond, mais donc ils sont là, ils discutent. C'est une scène assez intimiste, très douce, qui permet encore plus de s'attacher au personnage de Rogue. Et ça va nous expliquer, par exemple, pourquoi le vaisseau de Rogue est en aussi mauvais état. Eh bien, c'est parce que Rogue ne veut pas déranger cet endroit qui, en fait, était l'endroit dans lequel il vivait avec Hart. Et donc, il est juste le Zbeul, il n'a pas envie d'y toucher. Il y a un point que je trouve assez émouvant, c'est que on apprend au tout début de la novélisation que Hart adore le gargole. Lorsque le docteur monte à bord du vaisseau, on découvre qu'il y a une canette de gargole qui est sur la table centrale et qui est à moitié pleine. Et dans ce chapitre additionnel, on découvre que Hart était en train de boire du gargole ce soir-là à cette table. On peut donc en déduire que si cette canette est toujours là à moitié pleine, c'est parce qu'en fait elle est là depuis que Hart est mort. Bon, on va passer maintenant à l'entrée dans le TARDIS, qui est du point de vue de Rogue, sans grande surprise. On nous rappelle que Rogue est lui aussi un voyageur temporel, avec un amusant clin d'œil, vu qu'on nous parle d'un hiver compliqué avec Houdini, alors que Rogue essayait de le capturer. Donc évidemment, c'est une référence à la fois au 13e Docteur qui a passé un week-end humide avec Houdini, et en référence au 15e Docteur dans Church on Ruby Road, qui nous disait qu'il avait passé un long et humide été avec Houdini. Alors il y a un petit changement dans la novélisation par rapport à l'épisode, c'est que le Docteur casse le disséminateur de Rogue pour pouvoir modifier le piège, alors que dans la série, il se contente juste de modifier le piège grâce au TARDIS. Et on a Rogue qui lutte vraiment contre sa peine, parce qu'il sait que c'est utile de le casser, mais c'est quand même sa création qui se retrouve démolie sous ses yeux. Et enfin, on a le moment où il évoque Hart. Dans la série, il ne dit pas son nom, là il ne dit pas son nom non plus, et on apprend que Hart est décédé il y a 5 ans. Et juste après ça, on se retrouve avec un chapitre assez particulier, qui s'appelle « Une lettre à Rogue ». Alors, c'est une lettre de Hart, qui est écrite comme si elle était réelle, et qu'elle avait pu être trouvée sur le vaisseau par le nouveau compagnon de Rogue. Sauf qu'on a, après plusieurs paragraphes, une précision sur le fait que ce sont des lettres imaginaires de petits amis décédés qui ne peuvent pas être la seule forme de communication de Rogue. Est-ce que c'est vraiment Hart qui l'a écrit? Ça semble assez improbable. Est-ce que c'est Rogue qui a écrit ces lettres? Ou est-ce que c'est Rogue qui les a juste dans sa tête? C'est ce que je vous disais, hein, c'est très bizarre la relation que Rogue a avec son petit ami décédé, mais c'est vraiment un rapport de type qui est complètement paumé, qui n'a aucune relation à côté de cela, et qui est juste en train de ressasser son chagrin et son deuil. Oh, ou alors il a jamais existé, Art. Tu penses que Hart n'a jamais existé, toi? Non, c'est son petit ami imaginaire. Il a fait toute une vie. T'es horrible. T'es encore plus cruel que la novélisation, tu t'en rends compte? Non mais c'est rigolo parce que du coup, il se pousse lui-même en fait, en s'imaginant son ex lui dire « Allez, vas-y, va draguer et tout ça. » Ouais, c'est lui, mais je pense qu'il essaie d'avoir une petite validation en fait. Elle vient de lui-même, mais il espère que son ex lui donnerait sa validation pour faire ça, tu vois. Parce que de lui-même, il n'arrive pas à en trouver le courage et il a besoin
d'être poussé, sauf qu'il est seul au monde. Bon, donc cette lettre, elle est très intime, on s'en doute. On apprend que Rogue est extrêmement têtu, qu'il est bordélique, même si ça on le savait déjà. Et aussi qu'il ronfle et qu'il déteste le pain aux olives et aux céréales. Et cette lettre, elle encourage Rogue à vivre, à parler à d'autres gens, à draguer, surtout à danser. Et ça lui demande surtout de ne pas réparer le vaisseau parce qu'il est super nul en bricolage. Ça l'encourage à danser, évidemment, qu'est-ce qu'on a après ? La scène de la danse. Et on s'imagine que ça va être absolument génial vu que la novélisation creuse tout un petit peu plus. Bah non. Non, c'est super décevant. La danse en elle-même, elle dure moins d'une page. Je m'attendais à avoir de belles descriptions, parce que dans la série, on est complètement immergé, l'ambiance est là, on vit avec eux, on est enfermé avec eux dans cette bulle qui les sépare du reste du monde. Et là, y a rien. C'est juste ils sont en train de danser et d'être proches et c'est tout. Et j'ai juste eu l'impression de ne pas être happée dans la scène autant que je l'aurais souhaité. Mais juste après, on découvre un truc assez intéressant, c'est la raison pour laquelle Rogue a donné sa bague au docteur. C'était pas vraiment une demande en mariage, c'était plus un engagement. Et cet engagement pour Rogue, c'est de partir voyager à travers les étoiles et de découvrir les merveilles de l'univers ensemble. Ensuite, on a un changement assez important au niveau de la poursuite avec les Chulder dans le jardin. Et là, je suis persuadée que ce qu'il y a dans la novélisation était ce qu'avaient prévu les scénaristes à l'origine, et que pour des raisons budgétaires, ça a été simplifié dans la série. Donc je vous rappelle, dans la série, Rogue et le docteur se cachent dans une voiture sur le plafond, et là, ils se cachent dans un étang. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué à filmer, c'est pour ça que je suis persuadée que ça a été changé pour des raisons pratiques de tournage. Mais cette version sous l'eau est beaucoup plus intéressante parce que, eh bien, Rogue est en train de paniquer, il a l'impression qu'il est en train de se noyer sous l'eau pendant que les Chulder passent, il ne peut pas remonter et pour autant, il sent qu'il ne va pas tenir. Et là, il y a le docteur qui arrive, qui le tient, et soudain, Rogue se sent soulagé, se sent prêt à affronter cette épreuve, et une fois que les Chulder sont partis, ils peuvent remonter à la surface sereinement. Et dans cette scène, on ressent une véritable confiance pour Rogue envers le docteur. Et c'est quelque chose qu'on ne ressent pas dans la série, parce que c'est juste une banale poursuite. Bon, ensuite arrive le climax. Rogue est transformé, il est beaucoup plus proche de celui qu'on avait vu au tout début, dans le premier chapitre inédit. Sauf que là, il a découvert, par rapport au début, ce que c'est d'être le héros. Et il se rend compte qu'il prend goût à agir pour le bien, et pas juste pour remplir un contrat. Alors par contre, ils ont un problème, c'est que le piège a été modifié, sauf qu'il est instable, et il faut appuyer exactement à 0 sur le bouton, sinon ça va lâcher. Donc Rogue est obligé d'insister auprès du docteur pour que celui-ci appuie, il n'y a juste pas le choix, et il s'en veut terriblement pour ça. Et s'il se sacrifie pour sauver Ruby, eh bien c'est avant tout parce qu'il ne veut pas que le docteur ressente la même chose que lui a ressenti lorsqu'il a perdu Hart. Et donc vous noterez qu'on ne sait absolument pas comment Hart est décédé, parce qu'en fait, c'est pas ça qui est important dans ce qu'on nous raconte. Alors pour reprendre un peu de manière générale toute la novélisation, ma théorie préférée tombe complètement à l'eau. Parce que je m'étais un peu persuadée que Rogue était un traître, et tout ça était basé sur le fait qu'il dit travailler pour le boss. Et vous vous souvenez la scène où je disais que ça n'avait aucune logique que Rogue se dise « Ah bah tiens, c'est pas un Chulder, c'est bon, je peux le libérer ». Eh bien ma théorie était basée là-dessus. Ma théorie, c'est que le boss de Bib the Meep, c'est le même que le boss de Rogue, et donc qu'en scannant le docteur, il réalise que la personne qu'il a sous les yeux est recherchée par le boss. Et donc j'étais persuadée que quand il lui donne la bague, en réalité il lui donne un tracker pour aider le boss à retrouver le docteur. Et qu'après, au fil des aventures, Rogue s'attache vraiment au docteur, sauf que quand il disparaît, le docteur a toujours le tracker, donc le boss pourrait le retrouver la saison prochaine, ils auraient des problèmes, saison 3, le docteur retrouve Rogue, il est très énervé parce que Rogue l'a trahi et l'a vendu au boss, sauf que Rogue s'en veut d'avoir fait ça, et doit tout faire pour acheter la confiance du docteur. Alors, elle est super comme théorie, moi je l'adore, mais du coup, elle n'est absolument pas possible si on prend en compte la novélisation qui est quand même écrite par les scénaristes. Donc si un jour le personnage de Rogue revient surtout sous leur plume, et ce serait très surprenant que ce soit la théorie de Rogue le traître. Tant pis. Bon, sinon, dans les autres ajouts, parce que là, je parlais quand même surtout de ceux sur Rogue, il y a quand même d'autres développements. On a par exemple le fait que la duchesse veut absolument caser Ruby, veut absolument lui trouver un mari, parce que, une soirée réussie, c'est une soirée où des mariages sont arrangés. Ensuite, on a aussi tout un chapitre sur le fonctionnement de la société Chulder, et en particulier sur ce groupe qui s'appelle les Partreans. Et ensuite, il y a un autre point qui m'avait pas mal dérangé sur la série, c'était le fait que Ruby arrive à imiter à la perfection les bruits et les mouvements des Chulder. Parce que bon, l'odeur, voilà, les boucles d'oreilles psychiques, machin truc, mais comment est-ce qu'elle peut faire les espèces de craquements de coups ? Je pense
que c'est parce que ça n'était juste pas dans le scénario d'origine. Parce que là, les Chulder, ils font aucun bruit particulier. Et donc c'est beaucoup plus logique que Ruby arrive à peu près à les cosplayer vu qu'elle peut imiter leur odeur. Mais c'est sûrement pas assez visuel et auditif, et donc je pense que c'est pour ça qu'au tournage, ils ont rajouté ces détails, même si, c'est pas très cohérent, c'est plus marquant pour le spectateur. Mais du coup, quand le docteur donne les boucles d'oreilles à Ruby, est-ce qu'il précise que c'est possible qu'elle fasse ça avec ? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose dans la novélisation qui dit ça ou pas ? Non, on a juste le battle mode, comme dans la série. Bah c'est nul alors. Bref, c'est une novélisation qui est vraiment intéressante. Elle est frustrante parce qu'elle confirme des trucs qui ne m'avaient pas plu, mais qui restaient flous dans la série. Et elle est aussi frustrante parce qu'il y a des choses qu'on aurait aimé voir dans la série. Par contre, c'est sans équivoque la plus utile et intéressante des novélisations qui sont sorties pour cette saison. Ça ajoute des choses des autres novélisations ou pas ? Les autres novélisations, alors je n'ai pas lu 73 Yards, juste le début qui était assez classique. Church and Ruby Road et Space Babies n'ajoutent rien. C'est vraiment l'exercice basique de novélisation de raconter l'histoire sous format littéraire, quoi. Donc si vous ne devez en lire qu'un, je vous conseille celui-ci. Bah t'as tout raconté maintenant. J'ai tout raconté, mais elle est bien quand même. Ah, il y a un dernier ajout qui est dans le tout dernier chapitre, qui est en fait un chapitre sur Rogue, qui se retrouve sur une planète déserte et hostile, et il est dans une grotte. Il est en train de se cacher des Chulder, et il tient le coup en pensant à Art, au docteur, au fait que le temps n'est pas linéaire. Donc ça laisse quand même bien penser qu'on peut espérer le revoir potentiellement dans d'autres aventures. Bref, j'espère que je vous ai donné envie de le lire ou pas, vu que je vous ai absolument tout raconté. Et si vous avez lu la novélisation, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors je précise, elle n'est disponible qu'en anglais, c'est pour ça qu'en fait je vous l'ai racontée, surtout parce qu'elle n'est pas forcément accessible pour tout le monde. J'espère que ce format un peu chill devant mon bar vous a plu, ça m'a fait plaisir de vous partager une lecture, et je vous dis à très vite sur Paperpot. Des oublis.